C'est Armanda Aragon, l'une des plus proches amies d'enfance du pape François, qui s'exprime publiquement pour la première fois depuis son décès. Ce qu'elle révèle est tout à fait inattendu, et certains éléments sont directement liés aux rumeurs qui entourent le pape depuis des années. Plongeons dans les secrets qu'il n'a jamais voulu révéler de son vivant. La controverse commence. Après la mort du pape François, des théories ont commencé à se répandre sur lui et sa prétendue meilleure amie, sœur Geneviève Jeannin Gros. Et c'est une histoire qui ne plaît pas vraiment au Vatican. En effet, elle a été autorisée à enfreindre le protocole et à présenter ses condoléances lorsque le cercueil du défunt a été exposé, un honneur qui n'est généralement pas permis aux femmes. Mais avant d'aborder l'histoire de sœur Geneviève, il convient de mentionner une autre femme qui a marqué la vie du pape François. Alors qu'il n'avait que 12 ans et qu'il grandissait à Buenos Aires, le pape François aurait eu le béguin pour une jeune fille nommée Amalia da Monte. Selon cette dernière, le jeune Jorge Mario Bergoglio lui aurait écrit une lettre dans laquelle il lui disait « Si je ne peux pas t'épouser, je deviendrai prêtre ». Cette affirmation a été rapportée par de grands médias comme The Guardian et The Daily Telegraph en 2013, après que Bergoglio soit devenu pape. Madame da Monte, alors âgée de 76 ans, a décrit cela comme une innocente romance d'enfance qui s'est terminée lorsque ses parents ont désapprouvé et qu'elle n'a pas répondu à sa lettre. Les deux hommes sont restés amis jusqu'à la mort de Monsignor Bergoglio. Plus tard dans sa vie, alors qu'il suivait une formation pour devenir prêtre au début de la vingtaine, Bergoglio a éprouvé une autre attirance romantique. Il l'a révélé lui-même dans une interview accordée en 2014 au Corriere della Sera, déclarant qu'il avait dû se confesser pour résoudre ses sentiments. Il a décrit cela comme une expérience humaine normale au cours de son cheminement vers la prêtrise, bien qu'il n'ait fourni aucun détail spécifique sur la femme impliquée. Plus récemment, en avril 2025, des rumeurs ont fait surface sur les médias sociaux à propos d'une supposée relation secrète entre le pape François et sœur Geneviève Jeannin Gros. Ces affirmations sont apparues dans des messages sur X, l'un d'entre eux faisant état d'une histoire d'amour cachée. Cependant, d'autres messages ont rapidement démenti ces rumeurs, précisant que leur relation était simplement une amitié profonde, basée sur des valeurs spirituelles partagées. L'histoire la plus corroborée est celle de l'enfance d'Amalia da Monte, qui a été rapportée par de nombreux organismes de presse crédibles et qui concorde avec le fait que le pape François a lui-même reconnu avoir eu une petite amie dans sa jeunesse. L'attirance pour le séminaire a été ouvertement évoquée par le pape lui-même comme faisant partie de son cheminement spirituel. Les affirmations concernant sœur Geneviève Jeannin Gros manquent de preuves crédibles et semblent être des rumeurs infondées amplifiées par les médias sociaux. Ce qui ressort de l'examen de toutes ces affirmations, c'est que si le pape François a connu des expériences humaines normales d'attirance dans sa vie, il n'y a aucune preuve de relation romantique secrète au cours de son sacerdoce ou de son pontificat. Pourtant, les gens ont commencé à insister sur le fait que l'amitié entre le défunt pape et Geneviève Jeannin Gros était plus importante qu'il n'y paraît. Et certains pensent que sœur Geneviève révélera tôt ou tard les détails de sa relation présumée avec le pape François. Mais ce n'est pas la seule histoire autour de la mort du pape sur laquelle les gens se sont concentrés, et il y a une multitude de théories auxquelles les sceptiques attendent des réponses de la part de ses amis proches et de sa famille, y compris de sœur Geneviève Jeannin Gros. L'une d'entre elles est la théorie selon laquelle le pape était déjà mort bien avant l'annonce officielle. Des mois plus tôt, en février 2025, le pape François a été hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome pour ce qui a été initialement diagnostiqué comme une bronchite. Son état se serait détérioré en une double pneumonie, nécessitant l'assistance d'un ventilateur. Au cours de cette hospitalisation, le Vatican a adopté une approche sans précédent, en fournissant des informations quotidiennes sur la santé du pape, ce qui contraste fortement avec sa gestion historiquement secrète des maladies papales. Cette transparence était probablement une tentative de devancer les rumeurs, mais dans le paysage actuel de l'information, même la transparence peut alimenter la spéculation. Malgré les mises à jour régulières, des théories du complot ont commencé à circuler presque immédiatement. La théorie la plus répandue, que le pape François était déjà mort et que le Vatican dissimulait ce fait. Le récit de la mort secrète a pris de l'ampleur lorsque l'archevêque Carlo Maria Vigano, figure controversée connue pour ses critiques à l'égard du Vatican, a affirmé que beaucoup soupçonnaient François d'être déjà mort. Monsignor Vigano, qui avait été excommunié en 2024 pour schisme, a souligné ce qu'il a appelé des mises à jour médicales étranges et contradictoires, comme preuve d'une dissimulation par ce qu'il a appelé une église profonde, un équivalent pour le Vatican du récit de conspiration de l'État profond populaire dans les cercles politiques. Les plateformes de médias sociaux sont devenues le principal champ de bataille pour ces théories. Sur X, les utilisateurs ont amplifié les affirmations de M. Vigano, suggérant que le Vatican orchestrait une supercherie élaborée. Certains ont même émis l'hypothèse qu'un message audio publié par François en mars 2025
destiné à remercier ses partisans pour leurs prières, avait été généré par l'IA ou enregistré plus tôt afin de maintenir l'illusion de sa survie. Par ailleurs, les influenceurs italiens des médias sociaux ont joué un rôle particulièrement important dans la diffusion de ces premières théories. Un TikToker italien nommé Ottavo a gagné en notoriété après avoir prétendument infiltré un service de l'hôpital Gemelli à Rome, affirmant que l'absence de sécurité suggérait que François n'était pas présent et qu'il était déjà décédé. Cette affirmation a été démentie par la suite lorsqu'il a été révélé qu'Ottavo s'était complètement trompé de service hospitalier. Le Vatican s'est opposé à ces rumeurs en publiant des bulletins de santé quotidiens qui contenaient des détails explicites sur l'état de santé du pape, mentionnant même à un moment donné que François avait inhalé son propre vomi, un niveau de détail médical jamais atteint auparavant dans les communications du Vatican. Le cardinal Gianfranco Ravasi a publiquement condamné ce qu'il a appelé les théories du complot toxique et a souligné l'engagement du Vatican en faveur de la transparence. Il convient de noter que le Vatican n'est pas étranger aux théories de la conspiration. En fait, les théories sur les secrets et les dissimulations du Vatican persistent depuis des siècles. Le parallèle historique le plus pertinent est sans doute la mort du pape Jean-Paul Ier en 1978, après seulement 33 jours de mandat. La mort soudaine de Jean-Paul Ier a donné lieu à de nombreuses théories de la conspiration, dont la plus célèbre est le livre de David Yallop intitulé « In God's Name », qui établit un lien entre la mort du pape et les scandales présumés de la Banque du Vatican et suggère qu'il a été assassiné afin d'empêcher des réformes financières. Bien que ces théories sur Jean-Paul Ier aient été largement démenties par des enquêtes ultérieures, elles ont établi un modèle pour les récits de conspiration du Vatican qui continuent d'influencer la façon dont les gens interprètent les événements aujourd'hui. Lorsque François est tombé malade en 2025, ses précédents historiques ont fourni un cadre prêt à l'emploi pour le scepticisme. La conspiration de l'Église profonde. L'un des récits les plus persistants et les plus complexes qui a émergé et auquel beaucoup attendent une réponse des amis du pape François est peut-être l'idée d'un état profond du Vatican ou de ce que l'archevêque Vigano et d'autres ont appelé la Deep Church. Ce concept s'inspire fortement des théories du complot de l'état profond, mais les applique à la hiérarchie et à la bureaucratie de l'Église catholique. Dans sa forme la plus élémentaire, la conspiration de l'Église profonde suggère qu'il existe un réseau de l'ombre au sein du Vatican qui opère indépendamment de la direction officielle, voire en opposition à celle-ci. Selon les personnes qui racontent l'histoire, le pape François a été soit victime de cette cabale de l'ombre, soit y a participé activement. Commençons par la variante qui fait de François une victime. Selon cette version, François était un pape réformateur qui cherchait à mettre fin à la corruption au sein du Vatican, en particulier dans le domaine financier, et qui a été contré, voire éliminé, par des intérêts bien établis qui cherchaient à protéger leur pouvoir. Les partisans de cette théorie soulignent les efforts de François pour réformer la Banque du Vatican, officiellement connue sous le nom d'Institut pour les œuvres de religion, et ses tentatives pour accroître la transparence financière. Il est indéniable que François a lancé d'importantes réformes financières au cours de son pontificat. Il a nommé le cardinal George Pell pour superviser les finances du Vatican et a soutenu les enquêtes sur les malversations financières. L'affaire la plus médiatisée a été le procès du cardinal Angelo Becciu, accusé de détournement de fonds dans une affaire complexe impliquant des investissements du Vatican. Ces efforts de réforme se sont heurtés à la résistance de la bureaucratie vaticane, ce qui confère une part de vérité au récit. Cependant, les théoriciens du complot vont plus loin et suggèrent que la mort de François est directement liée à ces efforts de réforme. Certains posts sur les réseaux sociaux affirment que François a été réduit au silence parce qu'il était sur le point de révéler des crimes financiers majeurs ou des réseaux corrompus au sein de l'Église. Pendant l'hospitalisation de François en 2025, des influenceurs comme Simone Basile et TikToker Ottavo ont affirmé que le Vatican cachait sa mort tandis qu'un état profond papal manipulait l'information pour garder le contrôle. Il est intéressant de noter que même l'archevêque Vigano, généralement critique à l'égard de François, a suggéré en février 2025 que les mises à jour de santé contradictoires du Vatican indiquaient que François était peut-être déjà mort, ce qui impliquait une dissimulation de la part d'une faction de l'Église profonde. Cela montre à quel point ces récits de conspiration peuvent être fluides, les mêmes personnages positionnant parfois François à la fois comme méchant et comme victime en fonction du contexte. De l'autre côté de la médaille, il y a le récit qui présente François lui-même comme faisant partie de l'Église profonde, une marionnette installée par des factions progressistes ou mondialistes pour faire avancer un programme séculier et anticatholique. Cette théorie est souvent centrée sur ce que l'on appelle la mafia de Saint-Gall, un groupe de cardinaux libéraux qui se seraient réunis à Saint-Gall, en Suisse, pour discuter des réformes de l'Église, et qui aurait favorisé Jorge Bergoglio,
qui allait devenir le pape François avant le conclave de 2013. L'existence du groupe de Saint-Gall n'est pas contestée. Des cardinaux comme Walter Casper et Gottfried Daniels ont ouvertement discuté de leur préférence pour un pape progressiste. Cependant, les théoriciens du complot vont plus loin, affirmant que ce groupe a conspiré avec des forces extérieures telles que les francs-maçons ou des organisations mondialistes comme le Forum économique mondial pour installer François et promouvoir un programme qui saperait les enseignements catholiques traditionnels. L'archevêque Vigano a sans doute été la voix la plus éminente à défendre ce point de vue. Dans de nombreuses déclarations, il a affirmé que François était un collaborateur enthousiaste de la grande réinitialisation, une initiative du Forum économique mondial, et qu'il travaillait à démanteler le catholicisme traditionnel pour le remplacer par une organisation d'inspiration maçonnique. Sur les médias sociaux, en particulier sur X, ces affirmations ont eu un écho important. Des utilisateurs comme Sparta Justice ont affirmé en septembre 2024 que François travaillait avec Klaus Schwab et le Forum économique mondial, liant ses réformes financières à un supposé programme mondialiste. D'autres, comme NotopQ, sont allés encore plus loin en avril 2025, affirmant que François avait été choisi pour normaliser les opérations de trafic des jésuites du Vatican, liant le secret financier du Vatican à des allégations infondées de réseaux criminels. Ce qui est particulièrement intéressant dans ces théories du complot de l'Église profonde, c'est la façon dont elles s'appuient sur des précédents historiques et des tropes anticatholiques de longue date. L'idée d'une infiltration de l'Église catholique par des francs-maçons ou des communistes n'est pas nouvelle. C'est un thème récurrent dans les cercles catholiques traditionalistes depuis des décennies, en particulier après les réformes du Concile Vatican II dans les années 1960. Dans les milieux catholiques traditionalistes, certains ont longtemps fait circuler des théories selon lesquelles Vatican II aurait été infiltré par des francs-maçons ou des communistes, des personnalités comme le pape Paul VI ayant été accusés d'être des francs-maçons secrets. François, en tant que pape progressiste qui a mis l'accent sur des thèmes tels que la gestion de l'environnement, la miséricorde envers les catholiques divorcés et l'ouverture aux personnes LGBTQ+, est devenu une cible naturelle pour ceux qui considéraient que Vatican II s'éloignait du véritable catholicisme. Un autre précédent historique fréquemment cité dans ces théories du complot est la mort du pape Jean-Paul Ier en 1978. Comme nous l'avons déjà mentionné, Jean-Paul Ier est mort subitement après seulement 33 jours de mandat, et les théories du complot ont lié sa mort au scandale bancaire du Vatican. Le livre de David Yallop, In God's Name, 1984, a popularisé la théorie selon laquelle Jean-Paul Ier aurait été assassiné pour l'empêcher de dénoncer la corruption, et certains conspirationnistes ont établi des parallèles entre cette affaire et la mort de François, suggérant qu'un sort similaire lui avait été réservé. Il convient de noter que ces théories de la conspiration historique concernant Jean-Paul Ier ont été largement démenties. Le livre de John Cornwell, Un voleur dans la nuit, paru en 1987, proposait une enquête plus mesurée, attribuant les divergences dans la gestion par le Vatican de la mort de Jean-Paul Ier à une mauvaise gestion institutionnelle, plutôt qu'à une conspiration. Néanmoins, le récit d'un pape assassiné pour avoir menacé des intérêts bien établis reste puissant dans l'écosystème conspirationniste. Ce qui rend la conspiration de l'Église profonde particulièrement puissante dans le contexte actuel, c'est sa convergence avec des récits de conspiration plus larges tels que QAnon et les mouvements politiques populistes. En 2020, M. Vigano a écrit une lettre ouverte au président de l'époque, Donald Trump, dans laquelle il présentait François comme faisant partie d'une Église profonde, alliée à un État profond mondial dans une lutte manichéenne contre les forces du bien. Cette lettre a été accueillie avec enthousiasme par les partisans de QAnon et amplifiée par leur réseau. Les adeptes de QAnon ont accusé Francis de soutenir une cabale de prédateurs sexuels d'enfants ou des élites mondialistes, certains affirmant qu'il avait été arrêté ou qu'il était mort des années avant 2025 dans le cadre de la lutte de Trump contre l'État profond. Ces affirmations ont été démenties par Reuters et d'autres vérificateurs de faits, qui ont confirmé les apparitions publiques et les activités de François. Cependant, la fusion des théories conspirationnistes catholiques et de QAnon a créé un puissant effet de pollinisation croisée, élargissant l'audience de ces récits au-delà des cercles catholiques traditionnels. La conspiration de l'Église profonde a également trouvé un terrain fertile dans les médias catholiques traditionnalistes. Des publications comme Church Militant, LifeSite News et The Remnant ont amplifié les affirmations concernant la mafia de Saint-Gall et les liens supposés de François avec des conspirations progressistes. Ces médias ont souvent dépeint François comme un hérétique, voire un antipape, c'est-à-dire quelqu'un qui a été élu de manière invalide et qui n'occupe pas légitimement cette fonction. Les influenceurs des médias sociaux ont joué un rôle crucial dans la diffusion de ces récits.
Des personnalités comme Taylor Marshall, dont le livre Infiltration fait état d'un complot maçonnique vieux de 150 ans, dont l'aboutissement serait le pontificat de François, ont fait le lien entre le traditionalisme catholique, QAnon et d'autres communautés conspirationnistes. Sur des plateformes telles que X, YouTube et Telegram, ces influenceurs ont créé un écosystème d'informations alternatifs où les théories du complot sur François et le Vatican pouvaient prospérer. Ce qui est particulièrement frappant dans la conspiration de l'Église profonde, c'est la façon dont elle réinterprète les politiques et les déclarations de François à travers un prisme conspirationniste. L'encyclique Laudato Si de François sur la gestion de l'environnement est présentée comme une preuve de son alliance avec les programmes climatiques mondialistes. Son ouverture aux catholiques divorcés et remariés ou aux personnes LGBTQ+, est présentée comme une attaque contre l'enseignement traditionnel de l'Église. Sa critique du capitalisme sauvage devient la preuve de ses sympathies communistes. En réalité, les positions de François étaient généralement cohérentes avec l'enseignement social catholique, en particulier sur des questions telles que la pauvreté et la migration. Ces réformes, bien que progressistes dans certains domaines, sont restées dans le cadre de la doctrine catholique. Le récit conspirationniste exige d'ignorer ces nuances et de présenter François comme un radical déterminé à miner l'Église de l'intérieur. Une autre variante de la conspiration de l'Église profonde, qui a émergé spécifiquement après la mort de François, s'est concentrée sur le rôle du cardinal Luis Antonio Tagle, un cardinal philippin qui était proche de François et considéré comme un successeur potentiel. Certaines théories du complot prétendent que Tagle aurait eu connaissance de la mort de François avant l'annonce officielle, suggérant qu'il faisait partie d'un complot visant à contrôler la succession. Ces théories ont probablement gagné du terrain parce que Tagle, souvent appelé le François asiatique en raison de ses opinions progressistes et de son alignement étroit sur François, a occupé des rôles importants au Vatican et a été élevé au rang de cardinal-évêque en 2020, une décision que certains ont interprétée comme un signal de la faveur de François. Cependant, il n'existe aucune preuve documentée que Tagle ait été au courant ou ait dissimulé des informations sur la santé ou la mort de François. En fait, après la mort de François, Tagle a participé à des activités de deuil public, comme la conduite du 4e rosaire du soir en mémoire de François, le 24 avril 2025, à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Ces actions, y compris un hommage citant le discours de François en 2015, suggèrent une volonté d'honorer le pape défunt plutôt que de dissimuler des informations. De précédentes campagnes de désinformation avaient déjà ciblé Tagle, avec de fausses affirmations en janvier 2025 selon lesquelles François avait démissionné et désigné Tagle comme son successeur, qui ont été démentis par des organisations de vérification des faits telles que Rappler et Verafile. Ces incidents mettent en évidence une tendance à cibler Tagle en raison de sa notoriété et de son potentiel en tant que candidat au pontificat, mais ils ne corroborent pas les affirmations selon lesquelles il serait impliqué dans une quelconque conspiration. Il est important d'analyser pourquoi la conspiration de l'Église profonde a trouvé un terrain aussi fertile. L'histoire secrète du Vatican, en particulier en ce qui concerne la santé du pape et la politique interne, crée un vide d'information que les théories du complot comblent. La structure hiérarchique et les traditions ornées de l'Église catholique peuvent sembler mystérieuses et obscures pour les personnes extérieures, ce qui rend les récits de conspiration plus plausibles. En outre, François était une figure polarisante qui s'est fait des ennemis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Ses positions progressistes ont aliéné les traditionalistes, tandis que son maintien de la doctrine catholique fondamentale, sur des questions telles que l'avortement, a déçu les progressistes qui espéraient des changements plus radicaux. Cette polarisation a créé un large éventail de critiques prêtes à remettre en question le récit officiel de son pontificat et de sa mort. Crime et dissimulation. Il est important de reconnaître que l'Église catholique a été confrontée à des scandales bien réels concernant des abus commis par des membres du clergé et des malversations financières. Ces cas documentés fournissent une base factuelle qui rend les théories du complot plus plausibles aux yeux de beaucoup. Toutefois, comme nous le verrons, les récits conspirationnistes s'appuient souvent sur ces problèmes réels et les transforment en affirmations qui vont bien au-delà des preuves disponibles. Commençons par les théories qui présentent François comme un réformateur, tentant de dénoncer les abus sexuels systémiques commis par des enfants au sein de l'Église. Certaines théories du complot suggèrent que François s'efforçait de mettre au jour des décennies d'abus, mais qu'il s'est heurté à la résistance de factions conservatrices ou d'un État profond du Vatican, ce qui l'aurait finalement conduit à sa perte. Les partisans de ce point de vue soulignent les actions concrètes de François dans la lutte contre la crise des abus. Au cours de son pontificat, François a présenté des excuses publiques pour les scandales d'abus, a créé des commissions pour lutter contre les abus commis par le clergé et a rencontré des survivants. En 2019, il a organisé un sommet du Vatican sur la protection de l'enfance et créé Vos Estis Lux Mundi,
une loi visant à tenir les évêques responsables de la dissimulation d'abus. Ces actions démontrent que François a pris des mesures pour traiter le problème, bien que les critiques débattent de la question de savoir si ces mesures sont allées assez loin. Sur Reddit, en particulier dans des subreddits comme Air Catholicisme, les discussions sur François et les scandales d'abus d'enfants révèlent cette polarisation. Certains utilisateurs défendent François en soulignant ses efforts de réforme, tandis que d'autres affirment que ses actions étaient inadéquates ou simplement performatives. En revanche, le subreddit Air ex-catholique tend à être plus critique, accusant souvent François de complicité de dissimulation. Un message posté en 2024 faisait référence au scandale des pensionnats canadiens, alléguant que la tournée d'excuses de François au Canada en 2022 était une opération de relations publiques plutôt qu'une véritable réconciliation. Sur X, le discours est encore plus divisé et souvent plus extrême. Certains utilisateurs louent les efforts de François pour lutter contre les abus, citant sa lettre de 2018 aux catholiques reconnaissant les échecs de l'Église. Cependant, des posts plus conspirationnistes l'accusent de protéger activement les abuseurs. Par exemple, un message datant d'avril 2025 affirme que François a protégé et promu des membres du clergé qui ont été accusés d'abus sexuels, sans toutefois fournir de preuves spécifiques. La variante la plus extrême de ces théories prétend que François était impliqué dans des réseaux de trafic d'enfants gérés par le Vatican ou qu'il en avait connaissance. Ces affirmations sont souvent liées à des récits inspirés de Quanon concernant des réseaux pédophiles de l'élite mondiale. Sur X, un post de janvier 2024 affirmait qu'un document divulgué vérifiait la dissimulation par François d'un réseau pédophile, le reliant à Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, prétendument bénis par le pape, bien que l'image diffusée soit probablement celle de Jean-Paul II, et non de François, et qu'il n'y ait aucune preuve reliant Epstein à des activités du Vatican. Un fil de discussion de 2024 sur le site Reddit Air Conspiracy fait référence à un prétendu document de 2300 pages qui aurait fait l'objet d'une fuite en 2020 et qui confirmerait l'existence d'un réseau de pédophilie au Vatican, dissimulé par François. Cette affirmation semble découler d'une mauvaise interprétation d'un rapport de 2018 sur le scandale des abus au Chili, qui détaillait les abus commis par 20 prêtres, mais ne confirmait pas le trafic ou la dissimulation directe par François. Il est essentiel de noter que ces allégations de trafic manquent de preuves crédibles. Elles s'appuient souvent sur des tropes canons recyclés, des déformations de scandales historiques ou des documents fabriqués de toutes pièces. L'absence de rapports vérifiés des forces de l'ordre ou d'enquêtes crédibles compromet ces théories, malgré leur diffusion persistante sur les médias sociaux. Une critique plus nuancée se concentre sur des cas spécifiques où François a été accusé de protéger des abuseurs présumés. Les critiques soulignent sa gestion de cas, tel que celui de l'évêque argentin Gustavo Zanchetta, qui a été reconnu coupable d'abus en 2022, ou sa défense initiale d'évêques chiliens accusés d'avoir couvert des abus avant qu'ils ne reconnaissent plus tard des erreurs de jugement. Ces cas documentés soulèvent des questions légitimes sur l'approche de François face à certaines allégations d'abus. Mais ils sont loin de prouver les allégations de conspiration les plus extrêmes concernant son implication dans le trafic ou la protection systématique des abuseurs. La deuxième grande catégorie de théories du complot liées à la criminalité se concentre sur les scandales financiers et la corruption du Vatican. Certaines théories suggèrent que François exposait ou tentait de réformer la corruption financière au sein du Vatican, en particulier en ce qui concerne la Banque du Vatican. D'autres prétendent qu'il était complice de crimes financiers, utilisant les réformes comme une façade pour consolider le pouvoir ou cacher des activités illicites. Il est incontestable que François a lancé d'importantes réformes financières au cours de son pontificat. Il a restructuré la Banque du Vatican, renforcé les audits et la surveillance, et soutenu la poursuite de personnalités comme le cardinal Becciu pour des délits financiers présumés. Cette refonte de la surveillance financière du Vatican en 2020 a représenté un changement majeur en faveur de la transparence. Sur Reddit, un post de 2024 dans Air Catholicisme a discuté de ces réformes financières, certains utilisateurs louant François pour s'être attaqué à la corruption, tandis que d'autres ont estimé que les réformes étaient superficielles. Pendant ce temps, le subreddit Air Conspiracy a présenté des fils de discussion alléguant que la richesse du Vatican, estimée à 10 à 15 milliards de dollars, est liée à des entreprises criminelles, avec un post de 2023 affirmant que les réformes de François étaient une couverture pour le blanchiment d'argent, citant le scandale de la Banque du Vatican de 2013 sous le pape Benoît XVI comme preuve de problèmes persistants. Sur X, les messages concernant les finances du Vatican prennent souvent un ton plus conspirateur. Un post de septembre 2024 de Sparta Justice affirmait que François travaillait avec Klaus Schwab et le Forum économique mondial, liant les réformes financières à un programme mondialiste sans fournir de preuves concrètes. Ces affirmations reflètent une tendance à interpréter les opinions économiques de François,
en particulier ses critiques du capitalisme sauvage dans des documents tels que Laudato Si, comme la preuve d'un alignement sur des intérêts mondiaux occultes. Les discussions sur Quora concernant les finances du Vatican ont tendance à être plus mesurées, mais toujours sceptiques. Un fil de discussion de 2024 demandait « La Banque du Vatican est-elle toujours corrompue ?» avec des réponses allant d'utilisateurs citant les audits et les poursuites de François comme preuve de progrès à d'autres, affirmant que la richesse du Vatican suggère une mauvaise conduite continue. Un message Quora de 2023 a même émis l'hypothèse que les réformes financières de François se heurtaient à une faction maçonnique au sein du Vatican, faisant écho aux théories du complot sur l'infiltration des francs-maçons. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces théories de la conspiration financière recoupent souvent des scandales historiques, notamment l'effondrement du Banco Ambrosiano en 1982, qui impliquait la Banque du Vatican et a conduit à la mort mystérieuse du banquier Roberto Calvi, retrouvé pendu au pont Blackfriars de Londres. Cet événement, parfois appelé « l'affaire du banquier de Dieu », a créé un précédent historique en liant les finances du Vatican au crime et à la conspiration, qui continue d'influencer la façon dont les gens interprètent les réformes financières de François. La troisième grande catégorie de théories du complot entourant François et le crime se concentre sur sa connaissance présumée de secrets ou de dissimulation au sein de l'Église. Certaines théories suggèrent que François était sur le point de révéler des secrets majeurs avant sa mort, tandis que d'autres prétendent qu'il a été réduit au silence précisément parce qu'il en savait trop. Après l'annonce de la mort de François en avril 2025, des théories conspirationnistes ont vu le jour, affirmant qu'il était réellement mort, bien plus tôt, et qu'un état profond du Vatican cachait cette mort pour garder le contrôle. Ces théories sont souvent liées à des allégations plus larges concernant des crimes au sein de l'Église, suggérant que François a été réduit au silence pour les avoir dénoncés. Sur X, des messages datant d'avril 2025, comme celui de Kalen Archer, établissaient un lien entre la mort présumée de François et sa prétendue dénonciation du trafic d'enfants, affirmant que les accusations de l'archevêque Vigano en étaient le catalyseur. Ces affirmations manquent de preuves et contredisent les déclarations du Vatican sur les causes de la mort de François. Le lien avec J.D. Vance a ajouté une nouvelle couche à ces théories de réduction au silence. Comme nous l'avons vu dans la première partie, la mort de Francis un jour seulement après sa rencontre avec le vice-président américain a suscité de nombreuses spéculations, certains suggérant que J.D. Vance était impliqué d'une manière ou d'une autre. Si la plupart de ces messages étaient manifestement des mèmes satiriques, d'autres laissaient sérieusement entendre que Francis aurait pu être tué pour l'empêcher de révéler des informations qu'il avait partagées avec Vance lors de leur rencontre. Ces théories ne reposent sur aucune preuve crédible et contredisent l'explication médicale de la mort de Francis qu'il attribue à son âge avancé et à des problèmes de santé préexistants, notamment une double pneumonie ayant entraîné de graves complications. Ce qui unit toutes ces théories du complot liées à la criminalité, c'est un ensemble de thèmes et de motivations communs qui les rendent attrayantes malgré leur manque de fondement. Examinons ces facteurs sous-jacents. Tout d'abord, il y a la question de la méfiance historique. L'Église catholique a un passé bien documenté de secrets institutionnels, en particulier en ce qui concerne les cas d'abus commis par le clergé. L'enquête Spotlight menée par le Boston Globe en 2002 a révélé des dissimulations systématiques d'abus qui se sont avérées par la suite avoir une portée mondiale. Ce passé crée un noyau de vérité qui fait que même les affirmations conspirationnistes extrêmes semblent plus plausibles pour beaucoup. Deuxièmement, il y a l'influence persistante du sentiment anti-jésuite. Le passé jésuite de François est souvent au centre des récits de conspiration, avec des théories alléguant que les jésuites fonctionnent comme un gouvernement de l'ombre au sein de l'Église. Ces affirmations remontent au XVIe siècle et sont amplifiées dans les conspirations modernes, malgré l'absence de preuves contemporaines. Troisièmement, nous constatons l'influence croissante de canons et des récits mondialistes. Les théories inspirées de canons relient François à des conspirations de l'élite mondiale, citant souvent ses positions progressistes sur la migration ou le changement climatique comme preuve de lien avec des personnalités comme Klaus Schwab ou d'autres acteurs mondialistes présumés. Ces théories transforment les désaccords théologiques et politiques en sinistres conspirations, sans fournir de preuves concrètes d'activités criminelles. Quatrièmement, il y a l'influence démesurée de l'archevêque Vigano. Ses lettres de 2018 et suivantes, accusant François de couvrir les abus et de promouvoir un réseau homosexuel, constituent la pierre angulaire de nombreux récits conspirationnistes. Malgré son excommunication en 2024 et l'absence de preuves substantielles à l'appui de ses affirmations, Vigano reste influent dans les cercles traditionalistes et conspirationnistes. Enfin, le manque de transparence historique du Vatican, notamment en ce qui concerne les finances et les cas d'abus, continue d'alimenter la méfiance, ce qui conduit à des spéculations sur des crimes cachés.
Si François a pris des mesures significatives en faveur d'une plus grande transparence, des décennies de secrets institutionnels ne peuvent être surmontées rapidement ou facilement. Lorsque nous évaluons de manière critique les preuves de ces théories du complot, la plupart d'entre elles s'effondrent à l'examen. Les allégations de trafic d'enfants ou d'abus rituels ne sont pas étayées au-delà des rumeurs et des messages sur les réseaux sociaux. Les allégations sur l'implication directe de François dans des crimes financiers contredisent ses efforts de réforme documentés. Les théories selon lesquelles sa mort serait liée à la divulgation de secrets du Vatican reposent sur des conjectures plutôt que sur des preuves. Cela dit, il existe des critiques légitimes sur la manière dont François a traité certains cas d'abus, comme l'affaire Zanchetta, et des questions sur l'efficacité de ses réformes financières. Ces critiques nuancées se perdent dans les récits conspirationnistes extrêmes qui dominent le discours des médias sociaux. Il convient de noter la dynamique propre à chaque plateforme de ces théories du complot. Les communautés Reddit présentent des approches variées. Air Catholicisme défend généralement François et rejette les conspirations comme de la propagande anti-catholique, tandis que Air Conspiracy et Air Ex-Catholique amplifient les récits critiques. X héberge les affirmations les plus extrêmes, allant de critiques modérées à des accusations de type QAnon, la désinformation se propageant rapidement par le biais des partages et du contenu renforcé par l'algorithme. Quora tend à être plus mesuré, les utilisateurs débattant des réformes de François et des scandales historiques de manière plus nuancée, bien que le scepticisme à l'égard du secret du Vatican y persiste également. Il est également important de comprendre comment ces théories du complot affectent la perception qu'a le public de l'Église catholique et de l'héritage de François. Pour beaucoup, en particulier ceux qui sont déjà sceptiques à l'égard des institutions religieuses, ces théories renforcent l'image négative de l'Église comme étant corrompue ou malveillante. Pour les catholiques fidèles, elles peuvent créer de la confusion et de la division, sapant la confiance dans les dirigeants de l'Église. Pour ceux qui cherchent à comprendre la complexité du pontificat de François, les récits de conspiration occultent les véritables tensions et réalisations de son mandat. Alors que nous terminons notre examen des théories du complot entourant la mort du pape François, il convient de réfléchir aux raisons pour lesquelles ces récits gagnent du terrain en dépit de leur manque de fondement. À bien des égards, ces théories répondent à un besoin humain de récits clairs dans des situations chaotiques. La mort soudaine d'un chef religieux mondial crée de l'incertitude et de l'anxiété, auxquelles les théories du complot répondent en fournissant des explications simples et des méchants clairs. Ces théories reflètent également des tendances sociétales plus larges de méfiance et de polarisation des institutions. À une époque où la confiance dans les autorités traditionnelles diminue, les récits de conspiration qui remettent en question les comptes officiels résonnent avec les expériences et les soupçons de nombreuses personnes. La réaction polarisée à l'égard de François, perçue comme trop progressiste ou pas assez, selon le point de vue, crée un terrain fertile pour les récits alternatifs sur sa vie et sa mort. Les médias sociaux jouent un rôle crucial dans l'amplification de ces théories, en fournissant des plateformes où les affirmations peuvent se propager à l'échelle mondiale sans vérification. Les modèles économiques de ces plateformes, axés sur l'engagement, favorisent souvent les contenus controversés ou chargés d'émotions, donnant aux théories du complot une visibilité disproportionnée par rapport à des analyses plus mesurées. Alors que l'Église catholique dépasse le pontificat de François et choisit un nouveau dirigeant, ces récits de conspiration risquent de persister et d'évoluer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo passionnante comme celle-ci, cliquez sur l'une des cases qui se trouve sur votre écran.